un rapport de synthèse de l'Institut de veille sanitaire. En Israël, les kibbutz en voie de disparition. Ces communautés de pionniers incarnaient le rêve d'un socialisme autogestionnaire. Elles sont aujourd'hui privatisées ou démantelées. Enfin, le Tour de France, nouvelle victoire française. David Moncoutier l'emporte en solitaire chez lui, dans le Lot, à Figeac. Vauclair toujours en jaune. Demain, première grosse étape de montagne. D'abord donc le face-à-face Chirac-Sarkozy. Après les propos très secs du chef de l'État hier, les deux hommes se sont retrouvés aujourd'hui, ce matin, en Conseil des ministres. Les lieux sont parfois lourds de sens. C'est ensuite dans la cour de l'Élysée que Nicolas Sarkozy a répliqué en dénonçant une polémique à laquelle il ne souhaite pas céder. Véronique Saint-Olive, Bernie Mériot, Alexandre Delaval. Il est midi, Nicolas Sarkozy sort le premier du Conseil des ministres. Sur le perron de l'Élysée, question, allez-vous répondre au président de la République? Les Français savent bien ce que j'ai essayé de faire depuis 2 ans et demi pour leur sécurité, pour leur pouvoir d'achat et aujourd'hui pour l'emploi, en fait pour moderniser la France. La polémique ne m'intéresse pas, je n'y céderai donc pas. Merci. Du jamais vu, Nicolas Sarkozy, qui s'est fait brutalement tancer la veille par Jacques Chirac, prend depuis l'Élysée les Français à témoin. La modernité, c'est lui, la polémique, c'est le président de la République. Pendant le Conseil, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy étaient côte à côte, mais à la sortie, les ministres ne sont pas bavards. Nicolas Sarkozy peut rester au gouvernement. Pas de commentaires dans la cour de l'Élysée, vous savez bien. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Le sarkozyste Patrick Devedjian est muet. Le chiracien, Dominique de Villepin aussi. Le Premier ministre n'aura qu'un mot. Bonjour. Mais déjà au sein de l'UMP, chacun choisit son camp. Peut-être que les initiatives de Nicolas Sarkozy faisaient peser le risque d'une campagne électorale permanente. Cela, nous ne le voulons pas. Le président de la République l'a rappelé. Tant mieux. Je ne vois pas sur quoi on peut rappeler à l'ordre Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans son action. Et je le répète, je pense que cette action-là a été exemplaire. Retour au ministère des Finances. Nicolas Sarkozy fait dire par ses amis qu'il ne démissionnera pas, qu'il travaille au contraire pour l'intérêt général. C'est aussi l'intérêt général que Jacques Chirac avait fait valoir pour tenter de remettre son ministre au pas. Un bras de fer en plusieurs manches, suite demain à la Baule. Nicolas Sarkozy réunit des militants UMP. Toujours à propos de l'intervention du chef de l'État hier, l'annonce d'un référendum sur la Constitution européenne a surpris tout le monde. Pour ou contre, chacun est donc amené à se positionner. Une inconnue, le choix du Parti socialiste. Stéphane Despinois, Francis Mazoyer. 25 pays sous une seule bannière, avec une seule constitution. Si l'enjeu concerne bien l'Europe élargie à 25 pays, c'est le débat national qui prend le dessus, avec des clivages qui traversent toutes les familles politiques. À droite, pour sa campagne en faveur du oui, Jacques Chirac peut compter sans surprise sur l'UMP. Et sur l'Europe, l'UDF ne peut que lui emboîter le pas. L'Europe, jusqu'à ce jour, elle était uniquement l'affaire des gouvernements. À partir du moment où il y a une constitution, l'Europe devient aussi l'affaire des citoyens. Et cette place nouvelle accordée aux citoyens justifie que tous ceux qui veulent un avenir pour l'Europe s'engagent pour le oui. À gauche, les avis sont plus partagés. Si Dominique Strauss-Kahn est partisan du oui, le patron du PS, François Hollande, n'a pas encore tranché. Car si certains approuvent le principe et le texte du traité, ils ne veulent pas pour autant accorder leur concours à un référendum plébiscite pour Jacques Chirac. C'est donc un oui-si. Serons-nous favorables au oui ou au non le jour du référendum? Tout cela dépend des conditions d'organisation de cette consultation. Seront-elles honnêtes ou malhonnêtes? Vraiment européennes ou liées à la politique nationale? La réponse est à attendre du chef de l'État. Dans le camp du non, Marie-Georges Buffet, Jean-Marie Le Pen et Philippe de Villiers, il repart déjà en campagne contre l'Europe supranationale. Déjà, les Français se plaignent que Bruxelles vient brimer, briser nos libertés. Si en plus on donne tous les pouvoirs au commissaire de Bruxelles, alors il n'y aura plus de démocratie nationale. Face à lui, Jacques Chirac retrouvera aussi les souverainistes de l'UMP, les minoritaires du PS et l'extrême gauche. Comme pour Maastricht en 1992, l'issue du référendum paraît aujourd'hui bien incertaine. Et l'Allemagne, elle, a confirmé aujourd'hui qu'elle n'aurait pas recours au référendum. C'est la voie parlementaire qui est choisie pour la ratification. L'épilogue dans l'affaire de l'affabulatrice du RER-D. La jeune femme a été mise en examen en fin d'après-midi pour dénonciation de délit imaginaire. Elle passera devant le tribunal dans une dizaine de jours. En attendant, elle a donc été laissée en liberté. Yasmina Farber, Guillaume Michel. Libre, mais honteuse, Marie-Léonie rentre chez ses parents au bras de son frère.
La jeune femme de 23 ans voulait de la reconnaissance en inventant une agression antisémite dans le RER. Elle ne récolte qu'une notoriété dont elle se serait bien passée. Bien sûr qu'elle regrette. Elle ne s'est pas rendue compte de l'impact que ça pouvait prendre. Et elle avait tendance à mentir, mais ça impliquait personne. Ça bloquait pas, ça faisait pas la première page de tous les journaux. Non, d'habitude, c'était des petits mensonges. Selon son avocate, la jeune femme ne s'est pas inspirée directement du discours de Jacques Chirac sur l'antisémitisme. Mais ce sont des images de profanation de cimetières qui ont marqué son imagination. Libérée sous contrôle judiciaire, elle a aujourd'hui l'obligation de consulter un psychologue. Là, elle est très motivée pour effectivement être suivie. Ce que je dirais est positif parce qu'a priori, elle n'arrivait pas à le faire auparavant. Malheureusement, ça a été un déclic. Le parquet souligne que la jeune femme est responsable de ses actes. Les psychiatres ont analysé ses tendances à la fabulation. Le psychiatre relève qu'elle souffre d'un besoin de reconnaissance d'identité, de reconnaissance sociale. Les membres de sa famille sont conscients des conséquences désastreuses de son acte, mais ils redoutent une incarcération. C'est vrai que la prison la bousillera complètement, hein, ça c'est sûr. Elle est très fragile psychologiquement, très fragile physiquement aussi, puisqu'elle a des problèmes de santé. Le 26 juillet prochain, Marie-Léonie aura l'occasion de présenter ses excuses devant le tribunal. Elle risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour ce délit imaginaire qui aura tant indigné la France. Les nouveaux aveux du tueur en série présumé Michel Fourniret. Il a reconnu hier une autre agression, celle d'une jeune femme à la fin des années 90. L'homme continue à distiller les informations, semble-t-il, au gré de ses humeurs. Aujourd'hui, les enquêteurs français ont fait le point avec leurs homologues belges, Amaury Guibert, Michael Cario. Dans le bureau du juge d'instruction de Dinan, le dossier Fourniret, déjà volumineux. Pourtant, il n'y a là qu'une partie de l'affaire qui s'étoffe jour après jour. Hier, Michel Fourniret est de nouveau passé aux aveux. À la fin des années 90, a-t-il expliqué aux enquêteurs, il a agressé une jeune fille près de Sedan. Des déclarations très vagues pour son avocat. Si je m'en tiens à la déclaration de M. Fourniret que j'ai pu lire, qui est une déclaration qui fait 3 pages, pour ma part, et je vous dis s'il n'y a pas d'autres éléments, je reste très prudent, il n'y a pas de viol et il n'y a certainement pas d'aveu de viol. Mais au moins un nouvel élément dans un dossier de plus en plus complexe. On va parler de tout ça avec les collègues belges. Ce matin, des magistrats français sont venus à Dinan. Réunion de coordination avec les Belges pour gérer au mieux toutes les affaires dans lesquelles Michel Fourniret est ou pourrait être impliqué. Les propos de Michel Fourniret sont interprétés avec précaution. Nous ne croyons rien a priori, nous vérifions tout. Et il s'avère que certains éléments sont exacts, d'autres le sont peut-être pas. C'est tout le travail de l'instruction. Et pendant 5 heures aujourd'hui, Michel Fourniret a été entendu à Bruxelles par des policiers spécialisés dans l'analyse psychologique des grands criminels. Une analyse qui devrait donner des clés aux enquêteurs pour mieux cerner le profil du tueur en série et sans doute avancer plus vite pendant les interrogatoires. Une prise de drogue spectaculaire de la police judiciaire. Rien n'arrête l'imagination des trafiquants. La cocaïne était cachée dans les turbines de scooters des mers importés des Antilles. 92 kilos de drogue ont été saisis, ainsi qu'une somme de 500 000 € en liquide. Zindine Boudaoud, David Fossard. Ce scooter des mers a coûté une petite fortune aux trafiquants. Au moins 5 millions d'euros, le montant estimé de la cocaïne découvert par la police à l'intérieur de l'engin. 92 kilos. Les suspects interpellés cachaient bien leur jeu. Bien que leur trafic était extrêmement rémunérateur, ils avaient adopté le profil parfait du français moyen de façon à absolument pas attirer l'attention ni des services fiscaux ni des services de police. Ils cherchaient vraiment à éviter tous les écueils dans lesquels tombent souvent les réseaux de trafiquants. Les suspects sont identifiés au cours d'un long travail de surveillance. Leur stratagème est au point, d'abord acheminer vers les Antilles l'argent pour acheter la drogue. Des dizaines de parfaits touristes courent le risque, mais ignorent la vraie nature du trafic dont ils sont les complices. En échange, des vacances au soleil leur sont offertes. Une fois la somme réunie, quelque part dans les Caraïbes, la cocaïne est expédiée vers Paris, dissimulée à bord de scooters des mers. La 3e livraison est fatale aux trafiquants. Lundi, quand le scooter parvient à bon port, les policiers passent à l'action. Oui, donc ce qui a été intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a réussi
à avoir l'intégralité de ce que peut nous amener une affaire de stupéfiants. La police parisienne n'est pas peu fière de sa dernière prise. Aux 92 kilos de cocaïne saisie s'ajoutent des liasses de billets, plus de 500 000 €, un fusil à pompe et des armes de poing. 7 personnes dont le cerveau présumé du trafic sont en garde à vue. Pour les enquêteurs, ces trafiquants alimentent les nuits parisiennes en cocaïne depuis plusieurs mois. Ils ne sont sans doute pas les seuls. En bref, nouvel attentat en Corse. Des bureaux de la direction départementale de l'équipement ont été détruits à Ghisonaccia. La charge de forte puissance a explosé peu avant minuit. L'attentat n'a été ni signé ni revendiqué. Une mésaventure qui se termine bien, celle de ces 7 spéléologues portés disparus hier. On en parlait ici même, dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin. Ils sont tous remontés à la surface en milieu d'après-midi, épuisés mais en bonne santé. Martin Gouès, Nathalie Gallet. Après 80 heures passées sous terre, le dernier spéléologue perdu retrouve l'air libre. Marie, la seule femme parmi 6 hommes, mais aussi la seule blessée. Après examen, sa blessure n'est pas grave. En remerciant ses sauveteurs, elle retrouve le sens de l'humour. Personne n'est remonté pour demander un secours. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait pas de blessés. Ça voulait donc dire, par déduction, dans un réseau comme Pierre Saint-Martin, il était des gros blaireaux qu'on s'était perdus. Pendant toute la journée, ils sont sortis de terre un par un, plutôt en bonne forme. Voilà. Partis pour une course qui devait durer 24 heures, ils se sont perdus dans les galeries souterraines. Dans une température ambiante de 5 degrés, ils n'avaient plus qu'à attendre les secours sans bouger. Comme il y a beaucoup d'eau au fond, on entend toujours des petits bruits, on ne sait pas si des gens qui appellent, si c'est des secours, ou en fait on hallucine complètement. C'est un état de semi-hibernation plutôt. Donc les heures défilent à une vitesse extraordinaire. Le gouffre de la Pierre Saint-Martin, c'est le rêve de tous les spéléologues. Un parcours de 8 km semé d'embûches qui demande une bonne condition physique. Tous les jeunes et même les anciens spéléos, ils ont envie de venir un jour sur le massif. Et des fois, peut-être, ils ont les yeux un peu plus gros que le ventre, comme on dit. Pour les 7 spéléologues secourus, le prix de la mobilisation pour les sauver serait pratiquement nul. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le coût d'un sauvetage est pris en charge par le département. Dans le massif du Mont Blanc, les corps des 2 alpinistes, un guide et son client, ensevelis samedi dernier dans la face nord du Tacu, ont été retrouvés ce matin. Ils reposaient dans une crevasse sous 15 mètres de neige. Le beau temps est revenu sur les Alpes, mais comme chaque année, les professionnels de la montagne appellent à la prudence et rappellent les consignes. Stéphanie Labrousse, Philippe Évêque. Les Grands Montées à 3300 mètres d'altitude. Le point de départ d'un petit périple sur neige, glace et rochers, un condensé d'alpinisme très fréquenté par les débutants. Ça c'est le crampon droit, ça c'est le crampon gauche. Crampons, baudriers, cordes, piolets et bonnes chaussures, le matériel indispensable à la pratique de la haute montagne et la conscience surtout de savoir où l'on est. La montagne a toujours une part de risque, c'est jamais... On le sait, sinon on resterait chez soi dans son lit. La règle d'or quand on ne connaît pas ou peu, c'est de s'entourer d'un guide ou d'un proche initié et de le suivre sur les traces. Mais sur les sentiers battus, le risque zéro n'existe pas pour autant. Les récents accidents ne l'ont que cruellement rappelé. Ça ne veut pas dire que si on est dans une trace, on n'a pas de danger non plus. Parfois on passe sur des ponts de neige sur lesquels il y a 1000 personnes qui sont passées et puis le pont de neige peut s'effondrer à la 1001e personne qui passe. Crapahuté dans cette immensité de rêve, une aventure humaine, un face-à-face aussi avec l'effort. C'est une grande réussite pour moi. Oui, je suis très content. Pourquoi une grande réussite? Pour monter, c'est la première fois que j'ai marché avec les crampons. Super. Mike envisageait d'atteindre le sommet, mais c'est un peu plus bas qu'il s'arrêtera. En montagne, la sécurité, c'est aussi évaluer ses capacités. Il faut être capable de s'auto-évaluer soi et puis d'évaluer aussi le terrain, la dangerosité du terrain par rapport à la neige, par rapport à la météo. C'est sans arrêt une évaluation permanente du risque par rapport à ses capacités à soi. C'est à ce prix-là que se dévoilera ce spectacle majestueux, un paysage que des milliers de personnes viennent contempler chaque été. Et à la veille de ce week-end de grand départ, gros souci cet après-midi et ce soir à la SNCF, une panne du système informatique de réservation paralyse la plupart des guichets des gares françaises. Seuls les distributeurs automatiques fonctionnent. Du coup, les voyageurs sont autorisés, sachez-le, à acheter les billets dans les trains. Vincent Fourcade.
Oui, mais comme on a un problème au niveau de l'informatique... Une panne géante et les guichets des gares françaises n'ont plus qu'à baisser le rideau. Depuis ce matin, le système national de réservation ne répond plus. Mais avec du liquide, je peux même pas avoir un billet. C'est quand même... Une panne qui tombe au plus mauvais moment, à la veille d'une nouvelle vague de grands départs en vacances. 150 000 personnes attendues demain dans la seule gare de Lyon. À la SNCF, c'est la mobilisation générale. Nous avons demandé l'aide des Gilets rouges. On a aussi tout l'encadrement de la SNCF, en particulier la gare de Lyon, mais aussi les directions régionales et nationales qui est venu nous donner un coup de main pour essayer d'orienter les clients vers les automates. Une panne qui, heureusement pour les voyageurs, n'affecte que les guichets. Les guichets automatiques marchent, donc tout le monde quasiment une carte bleue maintenant, donc ça va, ça reste raisonnable. Autre solution, acheter son billet à bord des trains auprès des contrôleurs. Pour cette fois, il n'y aura pas d'amende. La santé, le débat sur l'assurance maladie, la réforme de l'assurance maladie a repris tout à l'heure à l'Assemblée nationale, au moment même où l'Institut de veille sanitaire publiait une étude de synthèse sur la consommation des antibiotiques. La tendance est encourageante, la baisse se poursuit, mais la France reste le pays d'Europe où les prescriptions sont les plus nombreuses. Frédéric Monteil et Laetitia Fouque. Dans les pharmacies, il a longtemps sauvé des vies, l'antibiotique. Mais aujourd'hui, on s'en méfie, indispensable ou inutile, à chacun son avis. Je ne suis pas enclin à consommer des antibiotiques. Ça me rassure quelque part, c'est bête à dire, mais quand on m'en prescrit, quoi. Les médecins en prescrivent chaque année 90 millions. Les ventes ont légèrement baissé entre 1999 et 2002, moins 5,6%. Malgré cela, les Français restent les champions européens de la consommation d'antibiotiques, avec des risques pour la santé des plus jeunes. Bon. Aujourd'hui, nous avons affaire à des germes résistants qui nous compliquent la vie pour les traitements dans les vraies infections, qui nécessitent des traitements agressifs, des injections intramusculaires dans le cas des otites pour les tout jeunes enfants. Dans son bulletin hebdomadaire, l'Institut de veille sanitaire lance une véritable alerte. En France, près d'un staphylocoque doré sur 3 est devenu résistant aux antibiotiques classiques. Nous sommes absolument tous concernés. Il ne faut pas que les parents, les personnes malades croient que l'antibiotique, c'est le médicament miracle qu'il faut tout le temps prendre. Il faut que les médecins fassent de la résistance, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils résistent à cette demande permanente d'antibiotiques. Et la tâche reste immense. Même si les spots de prévention ont bien réussi à infléchir les ventes, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les slogans choc, en tout cas, ne sont pas venus à bout des mauvaises habitudes. Dans le cas des angines, 7 prescriptions d'antibiotiques sur 10 sont injustifiées. Pourtant, un test existe, mais il est encore trop peu utilisé. Et à noter que c'est en ville que sont consommés 90% des antibiotiques. Économie, la lutte contre le piratage via Internet s'organise. Un comité a été installé aujourd'hui au ministère des Finances. Les œuvres littéraires, mais aussi, vous le savez, le disque et le film sont directement menacés par la possibilité de faire des copies gratuitement. Une idée choc a été évoquée aujourd'hui, priver les pirates de connexion Internet. Abdel Mostefa, Pierre-Yves Dehenick. Le ministère de l'économie et des finances aujourd'hui. Autour de la table, 3 ministres, des fournisseurs d'accès Internet, des représentants d'artistes ou des producteurs, au chevet d'une industrie du disque malade, avec en ligne de mire les internautes qui ont pris pour habitude de télécharger de la musique gratuitement. À une époque, je crois que les gens avaient pris l'habitude le samedi soir à 2 h du matin de rouler à 200 km/h et bourrés. Bon, ils ont changé d'habitude, non? Alors tout l'espoir est encore là. Pour changer les habitudes, le projet prévoit notamment de dissuader le pirate par des messages d'avertissement sur son écran, ou de fermer carrément son accès Internet après condamnation par un juge. Ensemble de mesures jugées inefficaces par ce pirate. C'est un peu comme une course à l'armement. C'est-à-dire qu'on va trouver des encodages et puis de l'autre côté, il y a toujours des pirates qui vont trouver à décoder. À mon avis, c'est peut-être pour impressionner un peu, il y aura peut-être quelques retombées aussi. Ils arriveront peut-être à choper quelques adresses, mais c'est, à mon avis, beaucoup de vent pour rien, quoi. La charte actuellement à l'étude prévoit aussi le développement des sites de musique payante, pour l'instant pas très attractifs. Ces derniers mois, en France, les maisons de disques ont suivi l'exemple américain et se sont lancées dans des actions en justice contre des internautes, aux grandes dames des associations de consommateurs. Le fait de choisir une trentaine ou une quarantaine de personnes au hasard et de les lyncher un peu en place publique, alors que c'est une pratique qui est exercée par des millions de personnes, ce n'est pas très responsable selon nous.
Pour protéger la création, les associations de consommateurs opteraient plus pour une taxe prélevée sur les abonnements Internet et reversée aux artistes. En attendant la solution, chaque jour en France, ils sont plusieurs millions à télécharger des morceaux de musique gratuitement. Toujours à propos d'économie, on évoquait ici même la tendance à l'allongement du temps de travail, à la baisse des coûts en Allemagne. Première grosse journée de protestation aujourd'hui. Les salariés dénoncent un chantage à la délocalisation. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à bloquer des sites de production du groupe Daimler-Chrysler. En Irak, 10 morts dans un nouvel attentat, le deuxième en 24 heures. Cela s'est passé dans la ville de Haditha, à 200 km à l'ouest de Bagdad. La violence semble retrouver le même niveau qu'avant la passation de pouvoir. Le Premier ministre Ayad Alaoui annonce la création d'un service de renseignement antiterroriste. Tout près de là, en Arabie Saoudite, les autorités pensent avoir mis la main sur un des plus hauts dignitaires religieux du réseau Al-Qaïda. Abu al-Maki s'est livré lui-même pour bénéficier de l'amnistie offerte par le royaume. D'après la police, c'est lui qui apparaît en conversation avec Oussama Ben Laden sur une vidéo enregistrée après le 11 septembre. Gilles Rabin. Officiellement, il s'est rendu volontairement pour bénéficier d'une amnistie qui expire dans 8 jours. Officieusement, l'Iran, le pays où il s'était réfugié, ne lui a laissé que le choix de se rendre ou d'être livré à l'Arabie Saoudite. Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, cet homme avait intrigué le monde entier. Il avait rendu visite dans les montagnes d'Afghanistan à Oussama Ben Laden. La rencontre avait été filmée et on s'était étonné du respect que le chef d'Al-Qaïda manifestait à son visiteur. On sait pourquoi aujourd'hui. Khaled Al-Arbi est un imam. Dans les années 70, il a combattu les soviétiques en Afghanistan. Pour Ben Laden, c'est un compagnon d'armes de la première heure. Dans les années 90, il avait été gravement blessé en Bosnie. Il en était resté paralysé. Il avait été ensuite l'un des prédicateurs radicaux les plus en vue de la grande mosquée de la Mecque. Khaled Al-Arbi est le troisième dirigeant à profiter de l'amnistie proposée par le roi Fahd, le troisième seulement. Alors que la répression s'accentue contre les réseaux terroristes en Arabie Saoudite, le roi a annoncé la tenue d'élections à l'automne prochain. Répression-élection pour la monarchie saoudienne. Il s'agit de briser le pouvoir moral des imams et des oulémas. En Israël, maintenant, une page d'histoire est en train de se tourner avec la disparition peu à peu d'une utopie qui a fasciné le monde entier, celle des kibbutz, ces communautés de pionniers sans hiérarchie, sans propriété individuelle. Aujourd'hui, les derniers kibbutz sont privatisés ou démantelés. À Jérusalem, dossier signé Charles Anderlin, Alain Gréco. Il était une fois le kibbutz. Ce mode de vie créé en Palestine au début du XXe siècle. La ferme collectiviste où tout était mis en commun, chacun recevant la part qui lui revenait en fonction de ses besoins. Cette utopie est en voie de disparition. Parmi les 270 kibbutzim qui existent en Israël, 165 sont déjà privatisés. Pour Dvorah, c'est la fin du rêve de toute une vie. Oui, là, il y a l'essentiel de ce que fut toute notre vie. Et il n'en reste rien. Et si c'était à refaire, vous seriez-vous lancé dans l'aventure du kibbutz? Sachant que cela se terminerait ainsi, certainement pas. Absolument pas. Avec Elon, son mari, Dvorah est une des fondatrices de ce kibbutz créé en 1949. Ici, tout est en train de changer. C'est la victoire du capitalisme. Ce qui n'est pas rentable est éliminé. Par exemple, la salle à manger commune, autrefois incontournable lieu de rencontre. Elle a été remplacée par un service de traiteur dont les produits cachers sont vendus à des clients venus de l'extérieur. En fait, 80% du budget du kibbutz sont couverts par cette entreprise qui produit des purificateurs d'eau. Or, qui dit usine, dit directeur et ouvrier, et donc classe sociale. Je ne suis pas jaloux, qu'il gagne ce qu'il veut, qu'il soit en bonne santé, que nous soyons tous les deux en bonne santé. Moi, je reçois mon dû. Nous nous sommes engagés à employer des membres âgés du kibbutz, en dépit de notre capitalisme, entre guillemets. Mais il y a aussi ceux qui regrettent le kibbutz d'antan. Il y a 44 ans, j'ai quitté le domicile familial à Tel Aviv pour fonder une nouvelle société où les relations entre les gens ne seraient pas fondées sur le capitalisme. Mais mon rêve s'est brisé.
Il ne reste plus qu'à privatiser la terre. Chaque famille deviendra propriétaire de sa maison. Cette commission règle les problèmes. Quelle sera par exemple la superficie des jardins individuels? Un nouveau système social est en train de voir le jour, peut-être plus attirant que le kibboutz d'autrefois, car déjà de nombreux jeunes couples veulent venir s'y installer pour profiter d'une qualité de vie hors norme. En tout cas, la piscine est payante. Image impressionnante de Madrid cet après-midi, couverte d'un épais nuage noir visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un important incendie a paralysé la capitale espagnole sans faire de victimes. Le feu s'est déclaré dans un centre de distribution d'électricité tout proche de la gare d'Atocha où s'étaient produits les attentats du 11 mars. Pour les pompiers, il aurait été provoqué ce feu par un court-circuit. Retour en France avec un moment d'émotion à l'occasion des remises des Légions d'honneur du 14 juillet. Un poilu de la Grande Guerre, Alfred Navarre, 105 ans, avait été oublié. Eh bien, il a été distingué aujourd'hui à Gaillac, dans le Tarn. Christophe Wildman. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Cette médaille vient réparer 86 ans d'oubli. Léon Alfred Navarre est l'un des derniers poilus toujours en vie. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, il perd ses papiers militaires et dans le même coup, son droit à la Légion d'honneur. Il y a 5 ans, les documents sont retrouvés et l'injustice est aujourd'hui réparée. Léon Alfred Navarre a 105 ans, son épouse Suzanne, 91. Ils en ont profité pour fêter leurs 67 ans de mariage et pour livrer quelques secrets de longévité. Ne jalouser personne, ça vaut pas le coup. Ne jamais se disputer, beaucoup s'aimer. Le couple ne veut d'ailleurs parler que d'amour. Les souvenirs de guerre, c'est madame qui répond qu'il a tout oublié. L'environnement avec la mise en place progressive de la protection des sources. On sait que près de 2 tiers des rivières françaises sont polluées, notamment par les pesticides employés dans l'agriculture. À Rennes, la municipalité a décidé de sanctuariser les sources qui alimentent la ville en achetant les terrains autour qui resteront bien sûr en jachère. Laetitia Fouque, Frédéric Capron. Longtemps, les vaches se sont régalées de cette herbe. Mais après digestion, elles répandaient des bouses chargées de nitrates polluant les nappes phréatiques. Or, cette eau alimente la ville de Rennes. Pour se débarrasser de la pollution, la ville a acheté les prés. Une fois que l'opération est effectuée, on a la maîtrise totale sur les périmètres qu'on a achetés. Et à partir de là, on a la garantie que sur cet espace, il ne se passera rien. Pour son eau, Rennes a ainsi acquis 460 hectares, l'équivalent d'un arrondissement parisien. Bien plus que ce que préconise la loi pour sécuriser les sources. La qualité de l'eau est revenue. D'ailleurs, pour qu'il y ait de la grosse truite... Tout produit polluant versé par exemple sur un champ par un agriculteur va finir dans la rivière. Alors la ville a mis en place avec eux un programme écologique. Objectif du jour, utiliser moins de produits chimiques. Le trèfle par exemple va apporter l'azote à la place de l'engrais. On est à moins de 50% de trèfle blanc là. En fonction du taux de trèfle, on décidera d'apporter plus ou moins d'engrais. Résultat ici, 5 fois moins d'engrais, 5 fois moins de nitrates. Des conseils qui ont convaincu la moitié des agriculteurs visés. On gère mathématiquement et on calcule tout, aussi bien en quantité qu'en qualité. Mais selon ce militant, Rennes n'aurait pas eu besoin d'aller aussi loin si l'État avait tout simplement fait respecter la loi. Il faut une volonté de l'État de faire des contrôles, d'aller au bout de son contrôle et que le principe pollueur-payeur trouve une traduction devant les tribunaux. Les rivières bretonnes sont parmi les plus polluées de France en nitrates et pesticides. Si aujourd'hui, Rennes a freiné la dégradation, elle n'a toujours pas inversé la tendance. À propos d'environnement, le dilemme de l'île de Porquerolles, c'est l'une des merveilles de la côte varoise, mais elle est victime de son succès. L'écosystème serait menacé par l'afflux des touristes. Les autorités ont donc décidé d'imposer des quotas de visiteurs. Pour embarquer vers l'île, il faut attendre que d'autres aient débarqué. Julia Delage, Vincent Kellner. On l'appelle la perle des îles d'or. Porquerolles, un site classé depuis 16 ans, aujourd'hui menacé par ceux-là même qui ont fait son succès, les touristes. Juilletistes haussiens, tous les jours, ils sont des milliers à débarquer du continent. Première activité, étaler sa serviette, bien sûr. En 2002, on a compté plus de 3000 personnes en une seule journée sur les 3 plages que compte l'île. Fonds marins abîmés, faune et flore marine qui disparaissent, sans parler des inévitables papiers gras
il fallait agir. Solution, des quotas de touristes. À partir de 5000 visiteurs, les navettes restent à quai. Pour les commerçants, on pouvait envisager d'autres solutions. Le mercredi et le jeudi, par exemple, sont survie sur juillet et août, des journées de forte fréquentation. Essayons d'orienter à ce moment-là les gens à venir le samedi et le dimanche qui sont plus faiblement fréquentés. Mais les quotas ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance. Pourtant, eux aussi sont de gros pollueurs. Les ancres transportent les algues nuisibles et arrachent celles qui sont rares. Il faut donc sensibiliser les marins à l'équilibre fragile de l'île. C'est le travail de l'association Écolo. Les algues, je ne savais pas. C'est vrai qu'on en a peut-être nous-mêmes transporté, véhiculé, comme ça. Agir était une urgence. La posidonie, la plante qui fait la richesse des fonds marins de l'île, est en train de disparaître. Ça me fait quelque chose parce que je me dis que dans quelques années, si ça continue comme ça, on ne pourra plus faire des promenades en mer, on ne pourra plus faire tout ce qu'on fait maintenant. On faisait déjà la queue pour se rendre à l'île de Porquerolles. Certains cet été ne pourraient bien la regarder que de loin. La Méditerranée encore avec l'essor de la plongée sous-marine. Elle fait chaque année de nouveaux adeptes et, signe des temps, elle compte déjà des collectionneurs et des nostalgiques des premières années. Le scaphandre, par exemple, est toujours utilisé par quelques passionnés et la relève, vous allez le voir, est assurée. Yannick Aroussi, Laurent Hainaut. C'est au fond une vision peu banale. Un scaphandrier tout droit sorti de l'après-guerre. Tenue de travail pour une plongée de loisirs, sous l'œil curieux d'hommes grenouilles bien actuels. Ce qui est encore moins banal, c'est que dans les chaussures de plomb de 7 kg, sous la combinaison étanche, c'est un tout jeune homme de 14 ans qui va plonger. Jean-Baptiste est fils de scaphandrier professionnel, il a ça dans le sang. Et sous le casque, il a déjà l'âme bien trempée d'un plongeur d'expérience qui fait vivre un matériel d'un autre temps. Il date de quelle année mon casque? 1930. 1930. Avec 60 kg de matériel sur le dos, l'équivalent de son poids, Jean-Baptiste descend pour une petite marche sur les fonds marins. En surface, il faut pomper pour envoyer l'air sous le casque et une ligne de vie permet de communiquer avec un papa aux petits soins. Tiens, étoile de mer. Ah ben t'es déjà au fond. Hein? Ouais, ça y est, je suis au fond. Ça va, ben bonne balade. Ah oui, c'est une fierté. Ben, je pense que tous les pères qui ont un métier un peu particulier et qui ont des enfants qui font quelque chose de spécial, ils sont contents. Hein. Quand j'ai été trop abîmé, je lui ai offert ma combinaison et mon casque, comme ça, il plonge à ma place. Les sensations sont super. On est dans une bulle d'air. On se déplace. Voilà, c'est extraordinaire. Sauter, courir, découvrir, l'activité est très physique. Mais sous l'eau, Jean-Baptiste se sent léger. La remontée, elle, est souvent exténuante. Mais c'est le prix à payer pour une passion, reçue comme un héritage. Tout petit, j'étais dans les casques et un jour j'ai eu envie de plonger et un jour j'ai plongé. Jean-Baptiste voudrait faire de sa passion un métier et devenir plongeur des mineurs dans la marine. Toujours à propos de vacances, comment jouer au trappeur avec le confort et sans aller au Canada? La réponse se trouve dans les Vosges. On peut louer des chalets en rondins de bois, en lisière de forêt. On s'y croirait. D'ailleurs, tout est plein. Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Vacances pour apprentis trappeurs. La famille Delaunay a quitté sa Normandie et ses repères, destination les Vosges, option rustique, chalet en rondins de bois. Les murs ils sont en bois, le plafond aussi, les tables de nuit, les portes, tout est en bois. Est-ce que ça ressemble vraiment à une maison? Non. Ça ressemble à quoi alors? Une cabane. Entre balades, découverte des autochtones et parties de ballon, Tom, Brice et leurs parents profitent de leur cabane, tout confort. C'est plus chaleureux, quoi. Chaleureux, ça fait plus vacances. Oui, voilà, ça fait vacances. Toute l'année, peut-être pas, mais en vacances, si, ça dépayse, quoi. Oui, ça dépayse. Des paysans, sauf que les chalets en rondins de bois ne sont pas une tradition vosgienne, mais bien le résultat d'une idée fixe. Qui n'a pas rêvé de vivre dans une maison comme au Canada?
C'est de mon enfance, du fait que j'avais une dame qui habitait dans une maison en bois. Il y avait un confort intérieur qui m'était resté en mémoire. Quelques années plus tard, Guy concrétise son rêve, construit sa maison en bois, coût 150 000 € et 8 autres qu'il loue entre 500 et 900 € la semaine. Ils sont obligés de les tailler pour qu'il y ait la pose qui soit parfaite. Il n'y a ni vis ni clou, c'est uniquement posé. Importées, les cabanes du Canada s'intègrent parfaitement dans le paysage vosgien, en y apportant même une touche d'authenticité. Le Tour de France, décidément, les Français sont à l'honneur. Après Richard Virenque, c'est David Moncoutier qui l'emporte dans le Lot. Pas de changement au classement général. Nathanaël de Rinxin, Sylvain Debat. D'habitude, elles regardent juste passer les coureurs. Aujourd'hui, elles avaient décidé de jouer les premiers rôles. Sur la route du Tour, cette vache tiennent en respect le peloton. Une situation cocasse, voire anecdotique, sauf pour les 3 échappés du jour. Grâce à ce coup de vache, Fletcha, Martinez et Moncoutier, le régional de l'étape, confortent leur avance, la victoire ne peut plus leur échapper. David Moncoutier, le coureur français, habite à quelques kilomètres de là. Lorsqu'il attaque peu avant l'arrivée, c'est tout sauf un hasard. Je connaissais l'arrivée, je savais que c'était la dernière difficulté, que si je basculais même avec une dizaine de secondes, avec la descente sinueuse, ça rentrerait pas. Et donc j'ai attaqué au bon moment et après tout, j'avais les jambes en plus et tout a réussi après. Devant ses parents, devant ses amis, Moncoutier, le calculateur, savoure son premier succès sur le Tour. Derrière, Richard Virenque grappille quelques points, forcément précieux pour le classement du meilleur grimpeur. Aujourd'hui, il faisait chaud, voire très chaud, sur la route de la 11e étape. À Figeac, lorsque le peloton se présente 6 minutes après l'arrivée de Moncoutier, le thermomètre affiche 35 degrés. Une dernière montée en température pour Torusoft qui remporte le sprint du peloton. Thomas Vauclair, lui, voit toujours la vie en jaune avant d'arriver dans les Pyrénées dès demain. Et puis la querelle entre Greg LeMond, un autre Américain vainqueur du Tour, et Lance Armstrong se poursuit. Greg LeMond qui accuse à mots couverts dans le monde son successeur de dopage. Depuis 10 ans, les produits sont tellement performants qu'on peut transformer une mule en étalon, dit-il. Il n'y a pas de miracle dans le vélo. Armstrong ne pourra continuer à convaincre tout le monde de son innocence. Fin de citation. Autre sport, c'est beaucoup plus qu'un simple passe-temps. Le boomerang a sa Coupe du Monde. Elle se déroule jusqu'au 20 juillet à Charleville-Mézières. Aller-retour signé Sylvain Duchamp, Jean-Marc Nouknouk. Un boomerang, ça s'en va et ça revient. En tout cas, cela revient très fort en France. À peine une vingtaine de clubs, 200 licenciés, mais quand même 30 000 boomerangs vendus cette année. Chaque lanceur est libre d'en choisir la forme, la matière et le style. Tout le monde connaît cette forme-là. Et puis on a énormément de concepteurs dans le boomerang qui ont sorti des formes telles que celle-ci, donc le tripale. Le gros avantage, c'est que le centre de gravité, il est matérialisé. Donc pour le rattrapage, c'est beaucoup plus simple. À chaque épreuve, son boomerang. Au programme de la compétition, vitesse, précision et endurance. Mais l'épreuve reine reste le rattrapage acrobatique. On va compliquer à chaque fois le rattrapage. Donc, au début de main, ensuite main gauche, main droite, dans le dos, sous la jambe et avec les pieds. L'important, c'est l'anticipation, surtout lorsqu'il faut lancer 2 boomerangs simultanément et les rattraper l'un après l'autre. Pas si facile. Le champion en titre et la star de l'épreuve, c'est lui, Steve Cavano. Excentrique et déluré, cet Américain invente de nouvelles figures que lui seul réalise. C'est un beau mélange entre des notions scientifiques en aérodynamisme, de la performance physique et même de l'art quand le boomerang flotte dans le ciel. Un art bien lancé qui a déjà fait ses émules. Les francopholies, après les valeurs sûres, la nouvelle vague de la chanson française, moins connue peut-être que les Benabar ou les Sanseverino, mais au premier plan pour les ventes de disques, voici Trio. Autour de la scène, Christophe Hérault, Yann Moine. On dirait une bande de copains musiciens un soir de 14 juillet. Mais derrière leur dégaine d'étudiants en vacances, voici la coqueluche d'une jeunesse militante. Poème antimondialiste dans l'air du temps et coup de gueule sur tempo reggae, chez Trio, la révolte est une drogue douce. Il se trouve qu'aujourd'hui les artistes disent tellement peu de choses, j'ai l'impression, s'engagent tellement peu
que dès que tu vas parler du G8, dès que tu vas parler de la télé, ou dès que tu vas parler un petit peu de la Palestine, ou parler de on va dire oh là là, mais attention, là, qu'est-ce qu'il est engagé, etc. Alors qu'a priori, je pense pas que nous, dans nos chansons, on pose des questions, on trouve pas forcément les réponses, tu vois. Aux prédateurs tentaculaires. Depuis 7 ans, Trio sillonne les océans pour dénicher ses influences musicales. De la Jamaïque à l'Afrique en passant par les Indes, ainsi les slogans se rythment au son des musiques du monde. Dire des choses dures sur des mélodies légères, voilà, ça permet des fois de faire passer des pilules énormes qui passeraient pas sinon. Donc voilà, donc c'est aussi la marque de fabrique un peu de Trio, quoi. C'est un peu ce qu'on aime. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Hier soir, Trio rendait un hommage à Nougaro, juste pour dire on sait de quelle famille on vient, celle de la chanson française. Quel manque de peau, oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau. Groupe de plage et groupe militant, groupe en colère et groupe de fête, c'est le mélange fédérateur de Trio. Zéro, je suis blanc de... Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, point route Valérie Maurice, 20h55, faites entrer l'accusé. Christophe Ondelat revient sur la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. 23h, trafic, musique, avec Guillaume Durand, spécial Montreux. 1h10, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, François Baudonnet reçoit Olivier Besancenot, porte-parole de la LCR. On se quitte avec ces images de l'embrasement de la cité médiévale de Carcassonne, clou du feu d'artifice de ce 14 juillet. Ce week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg et à partir de lundi, Carole Gessler. Très bonnes vacances à tous, si vous avez la chance d'en